Alors, un instant, on commence tout de suite. Voilà, vous pouvez scanner les Slido. C'est anonyme. Non, Personne ne va pouvoir tracer. Et puis, vous allez voir aussi les réponses de vos collègues d'avant, parce qu'on va collecter toutes les réponses d'avant. Alors, on commence avec les syndromes mélodysplasiques. Comme on a dit à vos collègues, on va se concentrer plutôt sur les diagnostics différentiels et pas trop sur les traitements spécifiques qui restent parfois assez spécifiques pour le travail d'un généraliste. Donc, la question préférée de Sabine Blum, qu'est-ce que vous préférez avoir si vous devez choisir un cancer des poumons ou un SMD? Et sur ça, je vous laisse voter. On va voir si c'est le bon choix. On fait que des pièges. Bien Alors, sûr. voilà. Pour vous réveiller un peu, on fait des pièges. Vous êtes en accord avec vos collègues, vous préférez un SMD. Je vous montre un peu la vérité. Vous voyez que le cancer des poumons dans le stade initial, c'est plutôt un très bon pronostic avec une survie qui n'est pas calculable. Et même dans les stades 2 et 3, il a une survie qui est plus élevée que le syndrome myelodysplastique. Quand on va dans des maladies multimétastatiques stade 4, bien sûr, la survie baisse un peu plus bas que le syndrome myelodysplastique, mais qui reste assez comparable, 1 an versus 0,7 ans. Donc le syndrome myelodysplastique, comme vous allez voir, c'est quand même une maladie qui a une survie assez médiocre au niveau des 5 ans par rapport à d'autres pathologies néoplasiques, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sang ou le lymphome au niveau de l'hématologie. On vous montre ça parce que beaucoup de monde pense un syndrome myelodysplastique, c'est pas si grave. Mais c'est si grave. C'est absolument si grave. Et ça, c'est une image qu'on aime beaucoup. Si on prend 100 patients au niveau statistique avec un syndrome myelodysplastique, il y en a 4, les 4 que vous voyez en doré, 2 en haut et 2 au milieu, qui vont être guéris. Tous les autres vont mourir finalement et 67 parmi ces 100 patients, donc 2 tiers, vont mourir d'une complication liée au syndrome myelodysplastique. Soit parce qu'ils transforment en leucémie et après ils meurent de conséquences d'une leucémie, soit parce qu'ils vont saigner, soit parce qu'ils vont avoir un surcharge en fer à cause de transfusion, une infection. Donc vous voyez que malgré qu'on parle de patients âgés et souvent polymorbides, c'est le syndrome myelodysplastique qui confère une énorme mortalité et morbidité pour ces patients. Les critères diagnostiques selon l'OMS 2022, c'est une cytopénie non expliquée par d'autres causes. Les seuils de cytopénie sont assez larges selon l'Organisme mondial de la santé. Moins que 130 pour les hommes d'hémoglobine, moins que 120 pour les femmes, des neutrophiles à moins que 1,8 et des plaquettes moins que 150. Chose très très importante, c'est sur ça qu'on va étaler notre présentation, exclusion de toute autre étiologie de cytopénie et ou dysplasie. Et puis finalement, quelque chose qui intéresse plutôt nous les hématologues, pour confirmer les diagnostics, il nous faut une dysplasie de moins 10% des cellules dans la moelle ou la présence des cellules blastiques entre 5 et 19%. Pourquoi on s'arrête à 19? Parce qu'à partir des 20, c'est une glycémie. Et puis détection des anomalies chromosomiques qui sont associées et très fréquentes dans le syndrome myelodysplastique. Donc on passe déjà au premier cas. C'est tous des vrais cas qu'on a vus. On a juste pris les dernières quelques-uns. Alors, un patient masculin de 48 ans qui consulte pour des engourdissements au niveau des mains. Il a un antécédent d'épilepsie avec des grands mal post-traumatiques. Sinon, il n'est pas connu pour grand-chose. Alors, ici, vous voyez sa chimie. Pour les gens qui ne viennent pas du CHUV, pour vous faciliter la donne, tout ce qui n'est pas normal est rouge. Donc, vous voyez ici une ferritine un poil élevé et surtout des LDH à plus que 2000 et un aptoglobine effondré. Et peut-être quelqu'un a envie de commenter cette formule. Il faut qu'on se dépêche, c'est pas compliqué, c'est une formule. Une anémie, oui. Quel type d'anémie? Une anémie macrocytaire, exactement. On voit que les plaquettes sont un peu élevées, les globules blancs sont dans la norme. Pardon? À côté. Les réticulocytes sont ici en bas.
Elle est régénérative, oui. Ouais. Oui, c'est régénératif. Donc, c'est une anémie sévère à 65 grammes par litre, macrocytaire, régénératif. Il n'y a pas de nouvelles réticulocytes qui viennent. Vous avez vu qu'il y avait assez de fer, en principe, pour refaire ces cellules. Et une astuce pour les collègues du CHUV, la morphologie leucocytaire, là en haut, le petit point, si on clique sur le petit point, il nous donne des indices. Donc, qu'est-ce que c'est leucocyte? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des neutrophiles hypersegmentés qui ressemblent à ça si vous mettez sur Google. Ça, c'est une image Google. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites sur ça? Donc, je passe au prochain. Hop. Voilà, malheureusement, voilà. C'est une hémolyse, je commence un traitement par prednisone. Je demande un frottis périphérique et une PBM. Je l'adresse à un hématologue. Je demande les dosages de vitamine B12 et acide folique. Faut choisir, hein. Faut pas choisir 3. Faut choisir 1. Il avait quoi, des fourmis dans les mains? Oui. Il avait peut-être des troubles vaguement neurologiques, je ne sais pas moi. Donc. Alors, effectivement, je demande les dosages de vitamine B12 et acide folique. On voit ici pourquoi. Voilà. Vous voyez une vitamine B12 effondrée des acide folique normal. Et finalement, on conclut sur anémie mégaloblastique sur déficit en vitamine B12 dans un contexte qu'on a trouvé après des gastrites chroniques auto-immunes sur une maladie de Birmer. On substitue de façon adéquate et on voit que le patient, quelques semaines après déjà, il a 140 d'hémoglobine, des plaquettes qui s'étaient normalisées, ils étaient un peu élevées parce qu'ils essayaient de compenser l'hémoglobine. Donc nous, on pense qu'on n'aurait pas forcément eu besoin d'un hématologue pour ça. Exactement. Et vous voyez qu'une étude américaine qui a été faite avec un grand nombre de personnes qui présentaient des cytopénies, il a retrouvé que finalement 43,7% des cytopénies sont attribuées à des carences nutritionnelles. La grande majorité, c'est les carences martiales, mais il y a aussi d'autres carences vitaminiques, y compris B12 folate, mais aussi d'autres comme les zinc ou les cuivres. Et puis aussi, il y a souvent les patients qui sont à une dépendance à l'alcool ou les personnes avec une anorexie qui ont multiples carences qui peuvent créer des cytopénies. Et le message, c'est que les carences nutritionnelles sont une cause fréquente des cytopénies qui peuvent mimer aussi une dysplasie, comme vous avez vu, les neutrophiles hypersegmentés. Une substitution correcte doit précéder toute autre investigation plus approfondie. Madame, messieurs, 53 ans, qui développe progressivement une anémie transfusio-dépendante. Les antécédents en HIV stade 3 en 1990, c'était stade C3 en diagnostic. Maintenant, il a une virémie indétectable, plusieurs complications dans les années 90, sachant qu'on n'avait pas de traitement efficace. Et puis, il vient à votre cabinet avec des leucocytes à 3,5, des neutrophiles normaux, une hémoglobine à 85 versus 115 il y a un an. Et puis, 450 gigaparlitres et des réticulocytes à 65, donc normaux, il n'est pas en train de régénérer. Les généralistes, il fait plusieurs investigations, il ne trouve pas de carences, pas de signes d'hémolyse, pas de syndrome inflammatoire, un PCR par virus, rejet de coloscopie, il dose un EPO qui est très élevé. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez sur ça? C'est probablement une infection opportuniste. Je l'adresse à son infectiologue, c'est son HIV, je l'adresse à son infectiologue aussi. Ça ressemble à une cytopénie d'origine centrale en aggravation. Je demande un avis hématologique. Ça commence à dépasser mes compétences. Je demanderai un avis, mais... Voilà, c'est pour ça qu'on a mis les trois, c'est je demande un avis, mais... Alors, pour dire tout, c'était l'infectiologue qui m'a envoyé le cas. Voilà. Mais nous, on pensait que ça devrait nous être plutôt adressé rapidement, sachant que ces patients, vous voyez, voilà, souvent on a un HIV qui est sur une grosse cohorte de patients, de 13 000 patients HIV, on voit qu'il y a 13% qui ont une anémie,
Dans 2.4, juste en bas, reste une anémie non expliquée par toute autre cause. Elle est attribuée à son HIV, même s'il est bien contrôlé avec des CD4 normaux et une virémie indétectable. Pareil, ils peuvent avoir des neutropénies inexpliquées à 5% des personnes ou des thrombocytopénies inexpliquées. Toutefois, avant de conclure à quelque chose qui est inexpliqué par une maladie qui est bien maîtrisée, il faut chercher plus loin. Donc nous, on a fait, c'est ce qu'on aime faire, une PBM qui trouve des signes de dysplasie trilinéaire avec des mutations, des anomalies cytogénétiques caractéristiques des SMD. Donc on trouve un syndrome myélodysplasique avec, c'est ce qu'on appelle une délétion du bras court du chromosome 5. Le message, c'est que les infections chroniques, y compris les hépatites chroniques, même s'ils sont bien maîtrisés, sont aussi une cause fréquente des cytopénies. Toutefois, en cas d'aggravation progressive, comme il avait ces patients, et pas d'instabilité au long cours, une autre cause doit être exclue, y compris un syndrome myélodysplasique. Vous avez vu, le généraliste, il a bien fait les tours, il a cherché des choses. C'est un patient qui n'avait pas de raison d'avoir une infection opportuniste à ce stade actuel, et il fallait aller plus loin, chercher qu'est-ce qu'il a, pourquoi il a mis hyporégénératif qui progresse. Le cas numéro 3. C'est une dame de 75 ans avec une baisse d'état général. Elle est anorectique, elle a une adypsie, elle a des diarrhées, des douleurs abdominales. Elle est connue pour une polyarthrite rhumatoïde et pour une ostéoporose fracturaire. Et je passe à la formule. Quelqu'un veut commenter? Oui, allez-y. Alors, on a une pancytopénie, oui. On a des leucocytes à 1.3 avec 0,48 de neutrophile, ce qu'on appelle une agranulocytose, du coup. Elle a une hémoglobine à 101 qui est normocytaire et des plaquettes à 15. Pas de réticulocytes, donc c'est hyporégénératif. On fait quand même différents, comme on a dit, voilà, investigations. Des investigations, ils ne trouvent pas de manque en vitamines ni de fer, pas de signes d'hémolyse, pas de syndrome inflammatoire, pas de gamma-pathie monoclonale, les tests hépatiques sont dans la norme, elle a une petite insuffisance rénale mais rien de très grave, et sur le frottis, le laboratoire note de signes de dysplasie. On ne va pas aller dans les détails de ces signes. Son traitement habituel, pour la polyarthrite, elle a une fois par semaine le méthotrexate et le Arava. Elle est sous Beloxoc et Stylox parce qu'elle dort mal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites pour cette patiente? Je demande un CT parce que c'est un cancer secondaire à sa polyarthrite. C'est une pancytopénie sur l'inflammation chronique de la polyarthrite. C'est une pancytopénie sur son insuffisance rénale aiguë. C'est une toxicité due à son traitement par méthotrexate et les flunomides. C'est un SMD ou une leucémie ou une aplasie médulaire. Je l'adresse à un hématologue. Il faut choisir. Oui, c'est plutôt aussi pour vos réflexions. Après, oui. Les hématologues dans la région lausannoise, c'est plutôt au CHUV, vu la... Non, alors, je veux dire... Alors, la plupart d'entre vous, et pour la cause probable est une toxicité au traitement par MTX, et effectivement c'est le cas, et c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, genre 2 fois par année, que les patients avec une polyarthrite se trompent et ils ne prennent pas le MTX 1 fois par semaine, mais ils le prennent 1 fois par jour. Et donc ça c'est la première chose à demander quand vous avez quelqu'un qui prend l'MTX. Il y a beaucoup de monde dans ce monde qui prend l'MTX, et il y a beaucoup de monde qui peut se tromper, surtout les personnes âgées. Et on voit ça vraiment régulièrement, les gens qui prennent ça pendant longtemps, 1 fois par jour, 1 fois par journée. Et du coup, ça c'était une toxicité à l'MTX. Et seulement en arrêtant l'MTX et en donnant un supplément vitaminique, elle a normalisé sa formule. Ici, elle a une leucocytose parce que pour la sortir de la granulocytose, on a donné du GCSF. Mais voilà. Oui. Est-ce qu'un seul stylo de méthotrexate peut faire une anémie comme ça? Parce que sinon, le pharmacien, s'il voit que la patiente redemande un deuxième stylo de méthotrexate,
5 fois trop tôt, il peut s'alarmer. Bah, si elle prenait une fois par semaine, probablement pas, mais elle s'est trompée, elle prenait une fois par jour. Et quand on a des cytotoxiques, il faut toujours faire les liens avec les patients, comment il prend, qu'est-ce qu'il prend, s'il a pris plusieurs comprimés par hasard. La chose que moi j'ai fait, et je demande les patients dans quelle pharmacie ils cherchent leurs médicaments, parce que souvent c'est qu'une seule, et le pharmacien va pouvoir vous dire combien de fois elle cherche l'MTX. Voilà. Et dans une boîte d'MTX, il n'y a pas énormément de comprimés, je pense qu'il y a 10 ou 20. Si elle cherche toutes les 2 semaines l'MTX, voilà. Donc le message, une origine médicamenteuse est souvent la cause des cytopénies et je vous souligne ça sur les personnes oncologiques qui ne sont pas de l'MTX mais plutôt d'autres choses plus fortes. Une évaluation médulaire n'est pas nécessaire qu'en cas de cytopénie en aggravation ou de blast augmenté en dehors de la fenêtre de la toxicité. Donc il faut toujours tenir en compte, par exemple avec l'oncologue ou les rhumatologues, est-ce que ça peut être dû à la toxicité? Est-ce que je suis dans la fenêtre d'une probable toxicité? Et est-ce que je cherche plus loin ou est-ce que j'attends de voir comment ça évolue? Oui? Avant de parler de l'HIV, les médicaments antirétroviraux sont aussi... Tout à fait. Les antiviraux peuvent aussi provoquer une anémie, par exemple, mais normalement, c'est une légère anémie qui reste stable. Chez ces patients, c'était à la baisse, en continu. Ça, c'est moins typique. Donc, à ce moment-là, quand ça bouge et ça baisse, c'est là où il faut se poser les questions. Là, c'est un monsieur de 73 ans qui est hospitalisé en médecine interne pour des douleurs thoraciques. Probablement, on conclut sur quelque chose de musculo-squelettique, mais il est quand même connu pour une cardiopathie ischémique et valvulaire, une maladie cérébrovasculaire avec un AIT et un AVC, et puis des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un monsieur qui fait physiquement son âge. Et puis, vous voyez que sa formule durant l'hospitalisation, c'est pour ça que vous avez plusieurs en séquence. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est un peu petit. Oui, c'est peut-être un peu petit, mais voilà. C'est une hémoglobine justement qui est basse en général. Elle fluctue entre 70 et 80. Et puis, vous voyez, elle est comme normocytaire, macrocytaire, elle est régénérative. Non, je n'ai pas mis les réticulocytes, pardon. Voilà, elle est normocytaire. Et est-ce qu'il y a d'autres cytopénies associées? Exactement. Les leucos sont limites, mais plutôt liés à une légère lymphopénie avec des neutrophiles qui sont de la nord. Il y a une margination si c'est fait à jeun. Ça, c'est pour les neutrophiles. Lui, il a une petite baisse des lymphocytes. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi il a baissé ses lymphocytes. Probablement, il a reçu un peu de prednisone ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas un des 3 cytopénies classiques pour un SMD. C'est les neutrophiles qui comptent, pas les lymphocytes. Donc, il faut toujours regarder qui est bas. Donc vous voyez que le réticulocyte, effectivement, il est régénératif, un MCV normal, comme on a dit. Un frottis qui a été fait durant son hospitalisation montre des signes de dysplasie trilinaire avec ces cellules qu'on appelle des neutrophiles pseudopelgaires, juste par intérêt général. Vous voyez ces petits ponts entre deux noyaux qui sont quasiment séparés. Et puis, vous voyez que les collègues de médecine, ils ont fait toute autre investigation, carence vitaminique, thyroïde, fonction rénale, pas de syndrome inflammatoire, ils ont cherché les hépatites, l'HIV, et son traitement habituel, qu'on voit en général pas quelque chose de très nocif. Donc, qu'est-ce que vous demandez en ces moments pour ces gentils messieurs? Qu'on suit toujours d'ailleurs en hématologie. Pardon, j'ai révélé les secrets, mais je cherche des infections opportunistes, je suspecte une origine centrale, je demande un avis hématologique, c'est son insuffisance cardiaque, j'optimise son traitement habituel, je ne fais rien, pour le moment, je surveille. Il faut voter. Alors, oui, je suspecte une origine centrale, je demande un avis hématologique. Pourquoi je ne surveille pas?
parce que c'est un patient avec une cardiopathie ischémique et il est déjà à la limite, en fait, à 80. Oui, il a fait un DRS qui probablement il était musculo-squelettique, mais c'est un monsieur qui se présente déjà assez asthénique et puis on ne veut pas laisser quelqu'un avec une hémoglobine entre 70 et 80 quand il a un antécédent de cardiopathie ischémique. Et puis nous, on est appelé, on rentre en matière, on fait une ponction de moelle qui trouve tout suggestif avec un syndrome myélodysplasique, au niveau cytogénétique aussi. Donc on conclut sur un syndrome myélodysplasique avec dysplasie multilignée, des hauts risques, comme vous voyez, un pronostic qui n'est pas très brillant dans les années qui suivent. Et puis le message, c'est que l'exclusion de toute cause bénigne doit faire appel à une évaluation médulaire, surtout en cas de cytopénie critique pour les patients. Il faut faire les choses à part. Une infection opportuniste, par exemple, chez ces patients, on ne doit pas aller sur un bilan exhaustif. C'est un patient qui n'a pas de raison d'avoir des infections opportunistes. On a cherché quand même l'HIV ou les hépatites, mais voilà. Cas numéro 5. Prochain cas. Encore une femme de 75 ans, connue pour un BPCO, une ectasie de l'aorte ascendante, une ostéoporose encore, malnutrie avec des troubles thymiques, qui est hospitalisée pour une anémie progressive depuis environ 3 mois. Dans un labo externe, elle avait un hémoglobine à 99 et un mois après, il a 89. Maintenant, elle est asthénique, mais elle n'a pas autre chose de très particulier. Elle vient à votre cabinet pour son asthénie. Donc, je vais commenter pour faire un peu plus vite. Donc, elle est anémique à 61 d'hémoglobine, qui est normochrome, l'MCV est dans la norme. Elle n'a pas de leucopénie ni de thrombocytopénie. Est-ce que vous avez quelque chose à commenter par rapport à cette formule? Quelqu'un n'aime pas quelque chose? Il y a des blasts, exactement. Donc, on n'est pas censé d'avoir des blasts. Il y a 10-11% de blasts dans cette frottie. Quand quelqu'un est extrêmement infecté, on peut avoir genre 1% ou parfois 2% de blasts, mais avec une déviation gauche. À ce moment-là, vous allez voir des métamyélocytes, des myélocytes, toute la ligne est là. Vous avez 11% de blasts. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je cherche toute copie d'anémie avec un bilan exhaustif ou je demande un avis hématologique. Là, ils ont déjà voté. Voilà. Donc, effectivement. Oui, effectivement, quand il y a 11% de blast, il ne faut pas perdre le temps. Elle peut éventuellement avoir aussi un déficit en vitamine B12, mais ça, ce n'est pas son problème principal. Là, actuellement, elle a 10% de blast. Pourquoi on souligne ça? Parce qu'effectivement, Frotti a montré la dysplasie, qui était demandée par les collègues de médecine, mais ils se sont lancés quand même à d'autres investigations, y compris une OGD qui n'a pas trouvé de saignement. Et puis finalement, un mois après, on est appelé, et puis à ce moment-là, on fait la moelle, parce qu'on voit tout de suite, on dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il a 10% de blast, dysplasie trilinaire avec des cellules blastiques environ à 5%, et des anomalies suggestives d'un SMD. Donc, syndrome mélodysplasique avec un excès de blast. Et là, vous voyez ce qu'on appelle un SMD avec excès de blast 2, donc c'est juste une étape avant une leucémie aiguë. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt grave et de très mauvais pronostic. Donc le message, il ne faut pas retarder d'adresser un patient en hématologie en présence de cellules anormales ou blastiques, surtout annexées. Et le dernier cas, un monsieur de 75 ans qui a plusieurs comorbidités, notamment une cirrhose B7 au niveau de Child-Pugh. Et puis il a l'origine éthylique, œsophagite par reflux, un accident, un AVC, plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un monsieur assez polymorbide et faible. Qui est hospitalisé en juillet en médecine, je fais vite, les collègues, ils trouvent 31 d'hémoglobine, 30 de plaquettes, ils font les recherches, il a une carence en acide folique qui commence à substituer, rien d'autre, ils font 2 OGD, une coloscopie, pas de saignement, et puis quand même, il conclut à une bicytopénie d'origine mixte, polyactive carentielle et toxique avec 33 grammes d'hémoglobine et 30 gigas de plaquettes. Et ça, c'était le diagnostic de sortie de ces messieurs début juillet. Fin août, il serait fait hospitaliser parce qu'il a toujours une anémie à 40 avec 41 de plaquettes.
Malgré une substitution correcte par acide folique, ils lui font quand même une vidéocapsule et le parcours B19 qui est négatif parce qu'il avait des réticulocytes à 14. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est sa cirrhose et l'hypertension portale. Je demande un avis plutôt gastro-entérologique. C'est une intoxication chronique éthylique. Il saigne sûrement, mais on n'a pas encore trouvé la source. Les cytopénies s'aggravent avec un bilan négatif. Je demande un avis hématologique. Voilà, vu le temps, je vais vous montrer. Effectivement, c'est un patient qui a des cytopénies qui s'aggravent malgré qu'on a fait plusieurs investigations pendant 2 mois environ et qu'on n'a rien trouvé et il est vraiment dans un CI critique. Donc on fait une PBM qui trouve effectivement une dysplasie trilinaire avec des sidéroblastes en couronne, quelque chose de très caractéristique de syndrome myélodysplasique. Comme vous voyez, ça peut apparaître dans d'autres cas aussi, dans l'éthylisme chronique, mais bon, c'est assez caractéristique quand il est combiné avec la dysplasie. Et puis surtout, on a un oncogénomique des anomalies avec des mutations compatibles avec un SMD. Donc, on retrouve un SMD avec une dysplasie trilinaire avec un score intermédiaire haut. Et puis aussi associé à une mastocytose. Donc, il avait 2 maladies hématologiques, ces patients, en même temps. Ici, on arrive à la fin de nos temps et à la fin des cas. Chose que je voulais encore souligner, et maintenant on vous a montré plein de cas avec une anémie. Alors, premier message est, on pense que souvent les SMD c'est que l'anémie macrocytaire, c'est pas vrai, ça peut être aussi normocytaire ou même microcytaire dans certaines circonstances, si on a une combinaison avec un déficit en fer par exemple. Et deuxième chose est qu'on vous a montré maintenant des cas avec des anémies, mais c'est tout à fait possible qu'un patient avec un SMD a une autre cytopénie isolée. Donc, qu'une neutropénie ou qu'une thrombocytopénie. La plupart des temps, ils ont une anémie, plus ou moins une autre cytopénie, mais c'est tout à fait possible et imaginable d'avoir seulement une autre cytopénie et pas une anémie isolée. Et juste, il y a un peu de théorie que vous allez voir. Je vais juste partir sur... On a mis les diagnostics différentiels exhaustifs, tout ce qu'on a discuté qu'il faut exclure. Il y a aussi des maladies hématologiques qui miment les MDS et dans ça, c'est nous plutôt qu'on va faire les choses à part, mais vous, c'est le tableau qui est à gauche. Et puis, si on regarde, c'est des maladies qui concernent plutôt les cellules souches, donc tout en haut de la pyramide. Et puis là, on a des anomalies génétiques grossières, disons, au niveau des chromosomes, mais aussi des mutations ponctuelles qui font qu'il y a des cellules qui deviennent anormales et qui commencent à proliférer et qui donnent naissance à des frères et sœurs, à des sous-clones, que finalement, il y en a un qui va avoir suffisamment de mutations pour être pathologique pour un SMD. Et quand on a un SMD, dans la moelle, on a beaucoup de cellules, mais par contre, on a des cellules dysplasiques qui n'arrivent pas à sortir. C'est pour ça qu'on a des cytopénies en périphérie. Et puis finalement, c'est une maladie des personnes âgées, plus que 70 ans. L'incidence, elle est sous-estimée à 5 fois, parce que souvent on les sous-diagnostique parce qu'on attribue les cytopénies à d'autres causes. Et puis, le rôle du généraliste, c'est d'évaluer les cytopénies nouvelles ou chroniques avec un bilan complet en ambulatoire, en absence de critères de gravité, prendre en compte les pathologies actuelles, les habitudes de vie et la médication, être vigilant et suivre chaque cytopénie et adresser un hématologiste si présence de cellules blastiques, absence d'étiologie, retrouvée ou aggravation, persistance malgré les traitements d'autres causes. Et finalement, quand on trouve un syndrome myélodysplasique, vous pouvez toujours nous aider parce que il faut continuer, on se base sur vous de traiter les autres comorbidités du patient, de discuter avec l'hématologue s'il y a de nouvelles complications qui peuvent être en lien avec l'SMD, une infection, hémorragie, maladie thromboembolique, et de nous soutenir si le patient a besoin du CMS de soins palliatifs à domicile.